23 dossiers de candidature, 14 validés provisoirement et 9 recalés pour absence de parrainage et ou de caution de 25 millions de francs CFA. Moins d'une semaine après la fin des dépôts de candidature pour la présidentielle, la CENI procède à la publication de la liste provisoire. Si les grosses têtes d'affiche se félicitent, les candidats recalés, eux, crient à l'injustice. Vous les entendrez dans ce journal. Cri d'indignation également à Bobo-Dioulasso dans l'arrondissement 7A. Les installations illégales et anarchiques ont été démolies sans état d'âme. Les propriétaires sont au bord des larmes quand le maire, lui, reste droit dans ses bottes. Les sensibilisations sont terminées. L'heure est de passer désormais à l'offensive, indique Ibrahim Emma. Images et commentaires à suivre dans quelques instants. À suivre également dans cette édition, l'ouverture de la 4e édition de la Semaine de l'énergie et des énergies renouvelables, la CERA 2020. C'est plus de 500 participants et exposants et des milliers de visiteurs. Durant 2 jours, il sera question d'intégration régionale pour une transition énergétique réussie. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. 23 au départ, ils ne sont désormais que 14 en attendant la validation finale du Conseil constitutionnel. 9 dossiers de candidature n'ont pas pu résister à la tamisation des équipes de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante a achevé les travaux de validation. La liste provisoire des candidats à la présidentielle de novembre prochain a été publiée hier soir. Roméo Koita, Rémi Lambert-Nébier. Moins d'une semaine après la clôture des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle, la CENI a effectué son tamisage. 14 candidatures sont provisoirement retenues et 9 sont recalées pour dossiers incomplets. Toutes les candidatures qui n'étaient pas conformes, par exemple quand vous n'avez pas le reçu de la caution, quand vous n'avez pas un document, parce que la loi liste les documents constitutifs du dossier. Si le 2 octobre, à 23h59, vous n'aviez pas pu donner un de ces documents exigés par le Code électoral, évidemment, ce dossier ne peut pas être validé. Selon le président de la CENI, le dossier de chaque candidat a été décortiqué en sa présence. Les candidats les plus attendus franchissent cette étape. Ce sont, entre autres, Zéphirin Diabré, Roch Kaboré, Edi Komboyoko, Taïrou Baré, Gilbert Noël Ouedraogo, Kadre Désiré Ouedraogo, Yacouba Isaac Zida et la seule candidate retenue, Yéli Kam. Cela nous réjouit, mais on peut aussi dire que c'est sans grand étonnement quand on sait tout le soin qui a été mis dans la confection de ce dossier de candidature. Ma candidature a été validée au niveau de la commission de validation en première instance. Maintenant, il apprendra au Conseil constitutionnel de statuer définitivement là sur mon sort. Après le coach raté de 2015, où le peuple avait demandé des élections libres, transparentes et inclusives, cette année, il y a l'inclusivité. Il y a une élection libre, transparente, qui prépare une élection apaisée. Des candidats qui se préparent à entamer la dernière ligne droite. Pendant ce temps, ceux qui sont éliminés crient à l'injustice. Ils dénoncent particulièrement 2 dispositions du Code électoral, telles que la caution de 25 millions de francs CFA et le système de parrainage. L'expérience que j'ai eue ici, je constate qu'on n'a pas besoin d'un président intègre, quel que soit. Il suffit seulement d'avoir les moyens. Même si c'est, comment on appelle ça, vous avez eu les 25 millions ou les 1 milliard pour battre campagne, on ne demande pas l'origine de ces fonds. On vous permet, même si vous avez volé, on ne demande pas ça. Il faut 50 parrainages minimum. Vous avez vu des partis qui viennent avec plus de 170 parrainages et d'autres qui ne pouvaient pas avoir. Comment on se fait parrainer par des élus qui sont d'autres partis, si tu n'es pas du parti? Donc je pense qu'il y a des vices, il y a des problèmes de fond même dans la sélection des dossiers de candidature. Au sein des candidats encore en course, on est divisé sur la question. Les dispositions comme le parrainage, la hauteur, le montant de la caution ont été des obstacles pour certains candidats.
Et nous souhaitons qu'à l'avenir, on allège pour permettre à tout Burkinabé qui veut diriger ce pays sérieux et qu'il puisse candidater. Si votre dossier remplit les critères fixés par la loi, vous êtes validé. Si c'est le contraire, vous êtes invalidé. Donc il n'y a pas beaucoup de débat. On applique la loi et on avance. Si on ne peut pas réunir ces conditions qui sont, j'allais dire, minimales, il me paraît difficile que l'on puisse prétendre à cette fonction-là. Je pense que la loi n'a pas été écrite au hasard. C'est un peu ces considérations qui ont amené à inclure ces dispositions, notamment les questions de parrainage, les questions de caution, pour qu'on s'assure aussi que le candidat repose sur une certaine envergure. Et ça me paraît donc tout à fait normal. La liste des 14 candidatures retenues est provisoire. Il reviendra au Conseil constitutionnel de valider la liste définitive dans les prochains jours. Pendant ce temps, les candidats recalés peuvent faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Des candidats recalés à la présidentielle qui tirent à boulet rouge sur le code électoral, une loi d'exclusion selon certains, mais il n'en est rien pour Dr Thomas Yonli. Pour l'enseignant-chercheur à l'université Nazi Boni, le nouveau code électoral ne vise que l'intérêt supérieur de la nation. Une communication faite en marge de la journée d'études sur l'universalité et du vote. Solange Kaboré, Arsène Konditamdi. L'universalité du vote en débat au cours d'une journée d'études, initiée par l'Institut de recherche sur le financement et les investissements au service du développement. Si pour certains, le nouveau code électoral consacre une forme d'exclusion, il n'en est rien pour le docteur Thomas Yonli, enseignant-chercheur à l'université Nazi Boni. Pour lui, ce code a été adopté pour faire valoir l'intérêt supérieur de la nation dans un contexte de crise sécuritaire. Ça veut dire que, en notre humble avis, que si la majorité du corps électoral ne peut pas voter, il ne peut pas avoir d'élection. Mais si par contre, la majorité du corps électoral, ça veut dire que l'ensemble, quand on fait la somme, on voit qu'il y a plus de Burkinabés qui peuvent voter, on peut porter atteinte momentanément à l'universalité du vote de quelques-uns pour permettre à la majorité de s'exprimer afin d'avoir des institutions élues. Parce que l'on sait que l'élection en démocratie, c'est la voie idéale pour obtenir des élus, on va dire légitimés par l'élection, mais aussi légalisés par le vote. Une idée partagée par le professeur Seni Ouedraogo, qui ajoute que ce débat ne date pas d'aujourd'hui. L'universalité est selon lui un idéal sur lequel il ne faut pas être toujours rigide. Il y a eu une évolution. Et donc, ça continue. On est en République, tout le monde doit voter, mais comment on doit pouvoir voter? Donc, c'était bien que nous, on explique ça aussi aux étudiants pour que les gens comprennent que l'universalité du vote, c'est un idéal, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit voter, puisque tout le monde sait que quand vous avez 18 ans, vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas voter. Quand vous êtes privé de votre droit civil, vous ne pouvez pas voter. Quand vous êtes dans certaines... hors du pays, dans certaines zones, vous ne pouvez pas voter, etc. Mais comment on peut faire ces règles-là pour que ça ne soit pas discriminatoire? L'objectif de l'IFRID en organisant cette journée est de permettre aux étudiants d'avoir plus de connaissances sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde. Une initiative beaucoup appréciée par les apprenants qui espèrent d'autres cadres de ce genre. À Bobo Dioulasso, le maire de l'arrondissement 7 passe à l'offensive. Ibrahim Ema en croisade contre les installations et les constructions illégales. L'opération de démolition a débuté sur le long des établissements scolaires et dans certains quartiers de son arrondissement. Une descente musclée qui fâche. Les propriétaires en larmes affirment n'avoir pas été informés du déguerpissement. Mais l'édile, lui, est formel. Nul n'est censé ignorer la loi. Reportage Soto Justin Daviri. C'est le cas de cette dame installée le long de l'école primaire publique de Kolsama. Elle tente de sauver ce qui peut l'être encore, mais en vain. Visiblement mécontente, elle laisse éclater sa colère. Je n'ai pas été informée. Je n'ai pas été informée. Ça, c'est du gaspillage, c'est pas bon. Oui, pour qu'on puisse enlever. Ça, c'est pas bon quand même. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Les propriétaires de ce maquis resto se dépêchent également de sauver le contenu de leur restaurant avant l'arrivée du Caterpillar. Ce mécanicien lui reste pour le moment inflexible. Mais vite, sa sérénité va être ébranlée après le passage de l'engin.
Mécontents, les riverains illégalement installés à côté de l'école primaire publique de Kolsama qualifient cette opération de la mairie de l'arrondissement 7 d'abus de pouvoir. On sait que l'endroit là vous appartient, mais il fallait nous informer que tel jour, si vous n'arrivez pas à prendre votre barrage, on allait venir casser ça. Mais brusquement ce matin, on vient trouver que ils sont en train de casser les coins. C'est un peu gauche quoi, c'est un peu gauche. Nos mamans, ils sont là ici, ils sont en train de chercher à manger. Il y a d'autres même, c'est avec cette coin-là qu'ils arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. C'est un peu, moi, il va que c'est un peu gauche, quoi. Et pourtant, le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso dit avoir mené des actions de sensibilisation et de communication par rapport aux occupations anarchiques du domaine public. Et à plusieurs reprises, les concernés ont été interpellés afin de libérer les lieux selon le maire de l'arrondissement 7. Il y a un décret ministériel qui interdit effectivement les occupations aux alentours des établissements scolaires. Et donc ce matin, après pratiquement plus d'une année de sensibilisation, nous avons interpellé ceux-là qui veulent violer les domaines scolaires et que ce ne sont pas des choses qu'on doit regarder et laisser faire. Donc ce matin, nous sommes sortis à l'orée de la rentrée scolaire pour pouvoir assainir le domaine scolaire. Après la démolition des installations illégales aux alentours de cette école, la série de démolitions va se poursuivre au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Ici également, ce sont les habitats illégalement installés ou construits sans documents administratifs qui sont pris à partie par le caterpillar de la mairie. La première façon, effectivement, c'était de sensibiliser la population. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne nous dira le contraire. Nous avons suffisamment interpellé. Mais c'est un phénomène qui a la peau dure. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de lotissement, alors ceux qui ont pour activité la vente illicite des parcelles ne savent pas à quelle activité, en tout cas, se vouer. Donc, ils profitent de l'occasion d'identifier des terrains nus. Ils viennent déverser des agrégats. Quand l'autorité communale fait un mouvement sur le terrain pour les alerter, alors ils répliquent et maintenant c'est nuitamment maintenant qu'ils viennent pour pouvoir construire des maisons. Ils n'ont pas de documents et quand on les interpelle, ils fuient. Ils peuvent disparaître 1 mois, 2 mois et encore ils reviennent à la charge. Nous avons décidé cette fois-ci de passer à l'offensive sur le terrain. Herman Sirima d'interpeller les populations de son arrondissement à la vigilance vis-à-vis des questions liées à l'achat des terrains nus. Pour l'édit de l'arrondissement 7, cette sortie musclée est le début d'une série d'actions du genre pour, dit-il, assainir le domaine public et foncier dans son arrondissement. Se tiendra pas, le doute aura plané jusqu'à la dernière minute quant à la tenue effective de la 4e édition de la CERA. La Covid-19 n'a finalement pas eu raison de la semaine de l'énergie et des énergies renouvelables d'Africa. L'ACTA Kata a ouvert ses portes ce matin. Ce sont plus de 500 participants et exposants et des milliers de visiteurs qui sont attendus à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Ici, le solaire, c'est leur métier. Aux visiteurs, cette société propose plusieurs services dans la réalisation d'une ferme solaire. Et ce projet de ferme solaire est un système où on a les plaques pour produire de l'électricité et en bas des plaques, on va faire du jardinage. On va mettre des tomates, des trucs, voilà, tout ce qui est condiments et consort. Voilà. Et ces plaques sont conçues de telle sorte à laisser passer les rayonnements solaires, voilà, pour que ça atteigne en fait les plantes qui sont au-dessus. Ce sont des offres de ce genre qui sont à l'honneur à la 4e semaine des énergies renouvelables d'Afrique. La CERA 2020, au-delà des expositions, c'est surtout des réflexions sur ces types d'énergie qui se produisent à partir des ressources illimitées. Elle constitue une véritable aubaine pour un pays comme le Burkina Faso qui importe plus de 50% de ses besoins en énergie. Le capitaine Thomas Sankara qui le disait très bien, il faut produire ce que nous consommons, il faut consommer ce que nous produisons. Et je pense que c'est sur cette base-là que nous nous sommes engagés résolument, avec l'accompagnement du président Rochman qui s'est collaboré sur l'énergie solaire. Parce que c'est une énergie abondante, une énergie à profusion, et une énergie qui nous est donnée gratuitement par le ciel. Une énergie accessible que le Burkina Faso compte exploiter dans l'atteinte de ses objectifs en matière d'accès à l'énergie.
Mais nous devons travailler à ce que nous puissions avoir une industrie locale, une industrie sous-régionale qui va pouvoir produire, qui va pouvoir transformer, mais qui va adapter la technologie à nos besoins. Aujourd'hui, le Burkina Faso est leader en Afrique de l'Ouest en matière d'énergie solaire. Nous avons la plus grande capacité installée d'énergie solaire en Afrique de l'Ouest, mais je peux vous dire qu'actuellement, nous avons près de 16 centrales solaires dont l'investissement est acquis et dont les travaux sont en train de se faire à l'instant même où je suis en train de vous parler. Des investissements qui devraient permettre d'améliorer les chiffres en matière d'accès à l'énergie au Burkina Faso. Des chiffres qui sont passés de 18% de population qui ont accès à l'électricité en 2015 à presque 45% en 2020. Quant à la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, elle est passée de 6,4% en 2015 à 15% en 2020. Restons dans le domaine de la transition énergétique avec cette autre initiative qui veut contribuer à assainir le secteur. Pour ce faire, les trophées de la transition énergétique mis dans la reconnaissance des actions posées par les entreprises du domaine. L'événement organisé par OSD Communication a décerné une vingtaine de prix au cours d'une soirée. Abdou Aziz Sari. Pour cette soirée de distinction, les trophées étaient en nombre. Plusieurs entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables au Burkina Faso ont vu leurs initiatives récompensées. Trophée de la transition énergétique, une initiative de OSD Communication. Objectif, promouvoir la responsabilité professionnelle et sociale des entreprises qui œuvrent dans les différents segments du domaine. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens investissent dans ce secteur-là, mais il faut aussi faire la part des choses entre les vrais professionnels et ceux qui sont là uniquement pour faire du commerce. Donc ça permet de mettre en exergue l'ingénierie, les compétences, mais aussi la valeur ajoutée en termes de transition énergétique que ces entreprises apportent. Au total, 20 entreprises ont été primées au cours de cette soirée. Pour avoir mis en œuvre une stratégie de réduction de l'empreinte carbone dans les déplacements, Smart Burkina reçoit le trophée de la mobilité. Le trophée du meilleur manager est décerné à Jean-Noël Caboret, PDG de Nelson Solar. Son entreprise a fourni de grands efforts dans le développement de l'énergie renouvelable, la formation et surtout dans le recrutement de personnel. Et je peux vous dire que ce trophée n'est pas nouveau. D'ici le 9, je prendrai un vol pour Kigali pour prendre le trophée de meilleur artisan africain en énergie renouvelable. C'est dire que ce trophée n'est pas un fait du hasard. Et c'est à saluer comme événement. Et de pouvoir regrouper l'ensemble des acteurs qui participent au développement énergétique du pays. Je pense que c'est plus que jamais important pour le développement du Burkina Faso. Grâce à son engagement dans la promotion des énergies renouvelables, le ministre de l'Énergie Ismaël Bachir Ouedraogo reçoit un trophée d'honneur. Il faut se dire que cet événement, si ça n'existait pas, il fallait le créer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la valeur ou bien du trophée ou bien des récompenses, mais aujourd'hui, c'est le geste qui a compté, c'est la reconnaissance des travaux, la reconnaissance des actions menées par les entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que cet événement a été initié pour encourager, pour promouvoir le secteur de l'énergie. Les trophées de distributeurs reviennent à Burkina Trading International et à Energivo pour leur spécialisation dans la distribution, la pose et la maintenance d'appareils et d'équipements solaires. Les énergies renouvelables qui constituent de véritables moyens durables de lutte
contre le changement climatique. Nous sommes à présent dans le champ d'action de la GIZ. La coopération allemande d'aide au développement appuie le Burkina Faso en matière d'adaptation au changement climatique. Une rencontre réunie depuis ce 6 octobre à Ouagadougou. Une cinquantaine de personnes en vue de valider un document, un rapport du plan d'investissement de la contribution déterminée au niveau national. Luc Pakbelgem. Les changements climatiques ont amené la plupart des États au monde à prendre des engagements. Le Burkina Faso, qui ne veut pas se mettre à l'écart des accords internationaux en la matière, a souscrit à la CDN, qui veut dire contribution déterminée au niveau national. Cette contribution est une application au niveau pays de l'accord de Paris sur les changements climatiques. En effet, lors de la COP21, les États s'étaient engagés à stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines en deçà de 2 degrés Celsius d'ici 2100. Au Burkina Faso, la CDN est bâtie sur des projets autour de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie, des déchets et de l'énergie. Les fonds pour atteindre les objectifs en matière d'atténuation portant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs orientés sur la réduction de la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques sont déterminés dans un document dont la validation intervient au cours de cet atelier organisé par NDC Acid GIZ à travers le PASPENA. Nous avons, à travers GIZ, NDC, GIZ ASIS, financé d'abord dans un premier temps l'état de mise en œuvre de la CDN qualitativement. Et après cela, actuellement, nous sommes en train de faire le travail sur le plan d'investissement de la CDN. C'est-à-dire c'est un document de base, c'est un document national pour pouvoir mettre en vente notre CDN, rechercher de l'argent à travers ce document. Donc c'est un document de plaidoirie que nous sommes en train de faire au profit du Burkina Faso. Les financements à rechercher à travers ce document de plaidoirie devront permettre aux populations d'avoir des pratiques saines, culturelles et de production évitant l'augmentation de la chaleur. La contribution déterminée au niveau national, couramment appelée CDN, c'est un document qui fait le point des efforts du Burkina Faso en matière d'atténuation, d'adaptation, en réponse bien sûr à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Autrement dit, la CDN est un outil de mise en œuvre de l'accord de Paris auquel le Burkina Faso a ratifié en 2016. L'atelier national de validation du rapport du plan d'investissement de la contribution déterminée au niveau national du Burkina Faso réunit une cinquantaine de participants constitués essentiellement des principaux acteurs des secteurs concernés par la mise en œuvre de la CDN. Plus le temps passe, plus les effets du changement climatique sont encore persistants. Les agropasteurs sont frappés de plein fouet et l'ONG Oxfam veut les aider à être plus résilients. En collaboration avec l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, elles ont organisé une conférence publique pour un partage d'expériences sur les bonnes pratiques. Wenda Payade Arsène Konditamdi. Dans sa volonté d'accompagner les acteurs de l'élevage, le projet Voix pour le changement a voulu d'une méthodologie scientifique basée sur des preuves. Grâce à différentes études menées, les résultats sont fort appréciables. Il en ressort que le Sahel, zone à fort potentiel en matière d'élevage, a un déficit d'infrastructures par rapport à des zones qui en ont moins besoin. C'est sur ce genre d'évidence que les acteurs mènent leur plaidoyer afin de faire réagir les décideurs. C'est tout ça là qu'on va restituer aujourd'hui aux acteurs et voir comment faire un plaidoyer pour que des dispositions, ou bien en tout cas, soient prises pour pouvoir faire un certain équilibre en fonction donc, de l'importance de l'élevage dans les régions, mais aussi la contribution de l'élevage au produit intérieur brut national est de 22% aujourd'hui, alors que l'élevage est peu financé. La stratégie est gagnante. Elle a permis aux acteurs de la société civile d'obtenir la relecture de la loi d'orientation relative au pastoralisme. À présent, ces organisations veulent une meilleure prise en compte du pastoralisme au niveau des collectivités territoriales.
On ne parlait pas de décentralisation, on ne parlait pas de beaucoup de changements climatiques ni de gens. Et rien que pour ça, nous avons demandé qu'on revoie la loi. Nous avons pu démontrer aussi qu'au niveau local, dans les communes, il n'y a pas une prise en charge assez conséquente du pastoralisme dans les programmations, dans les plans communaux de développement, comme dans les plans annuels d'investissement, aussi au niveau des plans régionaux. La démarche des acteurs du domaine est appréciée par le département en charge des ressources animales. Si vous avez des preuves à l'appui, ça donne vraiment du poids à ce que vous dites et ça peut mobiliser et les décideurs et ceux qui mobilisent les ressources pour pouvoir accompagner les secteurs. Donc nous saluons à sa juste valeur la tenue de cet atelier qui va permettre de mettre vraiment à disposition de ceux qui vont participer les rudiments, les outils nécessaires pour les permettre de convaincre, en tout cas ceux qui allouent les ressources. Ce projet est financièrement soutenu par l'ONG néerlandaise SNV. Des communications et des échanges à bâtons rompus entre les participants vont meubler ces 2 jours de travaux. Le Burkina Faso, la France et le Canada ensemble pour contrecarrer la Covid-19. 3 équipes de recherche issues de ces pays mutualisent leurs forces. C'est dans le cadre d'un projet qui veut générer des connaissances scientifiques, épidémiologiques et socio-anthropologiques en vue de soutenir le Burkina Faso dans sa riposte face à la pandémie. Alexis Belemnaba. Émile Covid-19 ou le projet étude multidisciplinaire de recherche sur la Covid-19 au Burkina Faso est présenté au cours de cet atelier. Les objectifs de recherche sont expliqués aux participants. Il est attendu de ces participants de générer des connaissances scientifiques, épidémiologiques et socio-anthropologiques en vue de soutenir le Burkina Faso dans sa riposte contre la Covid-19. L'étude va apporter des réponses à 3 questions essentielles. La première question sera: quelle est en réalité la proportion des Burkinabés qui ont déjà été en contact avec le virus? Donc vous savez que malgré les efforts que le gouvernement fait, les capacités de tests restent toujours limitées. La deuxième question, ça sera pour les patients qui vont contracter la Covid, malgré les mesures de prévention, quelles sont les caractéristiques des patients qui font que certains vont faire des formes graves et d'autres pas? La troisième question à laquelle nous allons apporter des réponses, c'est quel a été le niveau d'acceptation des mesures de prévention que le gouvernement a mis en place un peu en catastrophe pour faire face à l'épidémie. Donc si ces mesures sont mal vécues par la population, il va sans dire que leur application va être difficile. Et donc, avec ces 3 volets, nous pensons que si nous arrivons à produire toutes ces 3 connaissances, ça aidera le Burkina à mieux adapter sa réponse contre cette épidémie. La situation inquiétante de la Covid-19 sur le plan international ainsi que national exige un délai court aux réponses à toute interrogation portée par ce projet de recherche. Et normalement, quand nous faisons les projets de recherche, c'est souvent sur 3 ans, 2 ans. Mais pour répondre à cette urgence, ce projet va durer 1 an. Et on a prévu déjà de faire une restitution intermédiaire. Donc au bout de 2 mois, quand nous aurons les premiers résultats, on va déjà faire cette restitution pour permettre au gouvernement de commencer à adapter sa réponse. Et à la fin, au bout de 1 an, on va faire une restitution finale. Donc nous souhaitons que la population accueille favorablement ces projets pour permettre à l'équipe d'investigation d'avoir les résultats que nous visons pour permettre au gouvernement d'adapter sa réponse. La recherche proposée est approuvée par le comité d'éthique pour la recherche en santé du Burkina Faso. 2 équipes de recherche internationales, la France et le Canada, soutiennent le Burkina dans ce projet de recherche. Lui s'intéresse plutôt aux sciences de langage. Bougaré Nakoulma vient de soutenir avec brio une thèse dans ce domaine, une étude qui pose la problématique de prise en compte des langues nationales dans la formation académique. La soutenance a été suivie pour vous par Abdou Aziz Sari. Son directeur de thèse enlève sa toge et la lui enfile. Maintenant, Bougaré Nakoulma fait partie de la grande famille des docteurs du Burkina Faso. Il vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat en sciences de langage. Son travail a consisté à mettre en lumière l'importance des langues nationales dans le système éducatif.
Selon les résultats de ces recherches, la prise en compte des langues nationales dans le système éducatif permettrait d'améliorer le rendement scolaire du point de vue interne comme externe. Elle participerait également à la préservation du patrimoine culturel au Burkina Faso. Nous avons eu l'occasion en tout cas de prendre la réalité, la mesure réelle, en tout cas de l'apport des langues nationales, en tout cas dans l'amélioration des rendements scolaires. Mais surtout, nous sommes également linguistes de formation. Et de nos jours, le patrimoine linguistique et culturel est suffisamment menacé. Et raison pour laquelle nous avons en tout cas entrepris en tout cas l'étude dans ce sens. Et les résultats que nous avons présentés ce matin, en tout cas, proposent à ce qu'il y ait une prise en compte, en tout cas, dans la mesure du possible, au maximum de ces langues nationales pour la préservation des valeurs culturelles. Après une analyse minutieuse du document sur le fond et la forme, les membres du jury l'ont jugé recevable à cause de l'originalité de la problématique et de la bonne formulation des thèses. À l'issue des délibérations, Boukari Nakoulma est jugé apte à porter le grade de docteur en sciences de langage. Et il obtient la mention très honorable. Nous avons apprécié aussi la vision holistique qu'il a eue de la question, c'est-à-dire il n'a pas seulement pris la chose au niveau préscolaire, primaire, il allait jusqu'à l'enseignement professionnel et ça c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il pose ici la question que nous avons toujours posée, c'est la question de la politique éducative. Quelle politique éducative voulons-nous pour notre pays, surtout en matière de langue nationale, en matière de culture. Et ça nous a vraiment convaincus, et d'où justement le titre le grade de docteur. Dans la section proposition didactique de son document, Boukari Nakoulma donne quelques pistes de solutions pour une meilleure prise en compte des langues nationales dans le système éducatif. Il invite les décideurs publics à les mettre en œuvre. Avant de nous quitter, direction l'arrondissement 4 de Ouagadougou, où la 3e édition de la semaine culturelle du dit arrondissement a pris fin ce 4 octobre, un festival pour promouvoir la cohésion sociale dans cette partie de la capitale burkinabé. Sandrine Zougouri. 5 jours durant, les populations de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou ont vibré au rythme de la CKO, la semaine culturelle de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Des prestations d'artistes, des rues marchandes, de la pétanque, des activités qui ont fait de la CKO 2020 un festival rempli de couleurs où le vivre ensemble était au centre. Notre CKO a pour but principal d'œuvrer au développement de notre arrondissement. À la 5e, 6e édition, on veut offrir 4 forages à tous les 4 de l'arrondissement 4. Pour vous dire qu'on continue des écoles pour l'arrondissement 4. On veut beaucoup de choses pour l'arrondissement 4. Donc on demande à tous les partenaires d'augmenter le volume de... Nous avons trouvé que la CKO est un cadre idéal pour pouvoir faire accompagner les artistes de l'arrondissement 4. Donc à cet effet, je pense que ils ont mis à notre disposition un stand qui a permis aux artistes de l'arrondissement d'adhérer au BBDA. Et nous trouvons cela très profitable pour la culture burkinabé. Ce festival culturel qui a réuni bon nombre de personnes d'ici et d'ailleurs a été une vitrine pour les organisateurs d'aborder la question de l'employabilité des jeunes. C'est les jeunes du Burkina Faso face à la problème de l'emploi. Parce qu'on s'est dit, la jeunesse du Burkina Faso, c'est l'avenir de notre pays. Donc le problème, c'est l'emploi. Donc nous demandons à la jeunesse, quand vous voulez investir, il faut investir surtout sur des secteurs innovants. Nous demandons à tous nos partenaires de nous aider pour qu'on puisse aussi lutter contre le chômage qui mine vraiment la jeunesse du Burkina Faso. Pour une 3e édition, les difficultés n'ont pas manqué, surtout en termes de sponsors. Pour le parrain, il renouvelle son engagement à toujours soutenir ces jeunes ambassadeurs de la culture. Alors la Burkina, dans son volet RSE, apporte un appui à tous les jeunes, la jeunesse du Burkina Faso. Alors cette jeunesse qui aujourd'hui avec un thème qui est pertinent pour la CKO, qui est donc l'emploi, a trouvé donc nécessaire d'appuyer cette jeunesse dans cette conception, de se poser la question comment faire pour s'auto-s'employer. Et
Et c'est l'avenir du pays se trouve dans l'auto-emploi de tout un chacun. Faisant le point, c'est un comité très satisfait de la tenue de cette activité, surtout en cette période de crise sanitaire. À travers la CKO, l'Association pour le développement de la culture ambitionne contribuer au développement de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, surtout en misant sur la cohésion sociale. Voilà, donc qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité, à vous qui nous faites confiance depuis Manga dans le Zunouego. Soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités.